Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. François Hollande face à la montée de Jean-Luc Mélenchon. Je suis là pour gagner, pas là pour exprimer une colère. Mais le candidat du Front de gauche durcit toujours plus le ton au plus grand plaisir de l'UMP. Un bonus de 16 millions d'euros qui fait polémique dans la campagne présidentielle. Gauche et droite tombent sur Maurice Lévy, le patron de Publicis. Ce sera le débat du 19 h. De tels gains sont-ils justifiés? Et puis étape à Lorient aujourd'hui dans cette édition avec route de campagne pour une autre réalité sociale. Celle des marins-pêcheurs, la hausse du fioul grignote les revenus à l'heure de la criée. Nous retrouverons sur place Thomas Raguet. Et puis notez-le également, invité du 19 h ce soir, le professeur Victor Israël. L'aspirine peut-elle nous sauver du cancer? Il y a une étude qui vient d'être publiée. Elle est très encourageante, mais nous vous interrogerons également, professeur, sur l'accès aux soins, un thème pour lequel vous aviez envisagé de vous présenter à l'élection présidentielle. Mais d'abord, la crainte d'une explosion en mer du Nord sur une plateforme de Total qui a été évacuée à la suite d'une fuite de gaz. Les experts surveillent attentivement depuis quelques jours la force du vent alors qu'une torchère brûle dans la partie haute de l'installation qui est située à 200 km au large de la ville écossaise d'Aberdeen. Plus près de nous, le pic de pollution dans la région Île-de-France déclenche les hostilités entre les Verts et le gouvernement. Europe Écologie réclame en effet des mesures efficaces pour réduire le risque engendré par l'accumulation de particules fines dans l'atmosphère. Les simples mises en garde adressées à la population et notamment aux automobilistes étant sans effet. Nathalie Guillouard et Julien Cholin. Tout le monde s'accorde à dire qu'en ville, la responsable, c'est elle. Paris subit son 25e jour de dépassement de seuil de pollution depuis le début de l'année. Malgré les consignes de la préfecture, les plus motivés continuent d'accomplir leur course. On ne pense pas vraiment à la première chose que si aujourd'hui il y a pollution, je ne vais pas courir, quoi. Une situation exceptionnelle qui fait bondir les écologistes parisiens. Les études médicales ont montré que les particules fines qui sont liées aux véhicules diesel sont responsables de 40 000 morts par an en France. Et que nous tous qui vivons à Paris, on aura 6 mois de durée de vie en moins. Si le gouvernement est pointé du doigt par les écologistes, pour l'UMP, c'est la mairie de Paris qui est responsable de la situation. Aujourd'hui, à Paris, en matière de circulation, vous avez 20% des véhicules qui roulent dans Paris simplement pour trouver une place de stationnement. 20% de la circulation, ce sont des gens, des automobilistes qui cherchent une place. Cherchez l'erreur. Depuis 2001, le maire de Paris n'a pas construit une place de parking en souterrain. Pas une. Côté préfecture, on assure avoir pris les dispositions nécessaires pour protéger les plus fragiles. On rappelle surtout que ce sont les seuils légaux qui ont été abaissés. François Hollande ne voit pas d'autres menaces pour lui que Nicolas Sarkozy et se présente face à Jean-Luc Mélenchon comme un candidat pour changer, non seulement pour exprimer une colère, c'était ses mots aujourd'hui à Nice lors d'un meeting, donc pour le candidat socialiste qui est confronté à la poussée du candidat du Front de gauche. Cette poussée amène d'ailleurs aujourd'hui plusieurs ténors de l'UMP, Jean-François Copé, Xavier Bertrand, à demander à François Hollande comment il va trouver sa cohérence entre son projet et celui de Jean-Luc Mélenchon. Marie Brémaud. Jean-Luc Mélenchon s'envole, malaise au PS. Face au front de gauche, Laurent Fabius veut jouer l'offensive. Jérôme Cahuzac souhaite imposer ses conditions. Jean-Marc Ayrault s'agace du trublion Mélenchon. Mais dans le même temps, certaines voix les plus à gauche de la rue de Solferino jouent l'apaisement et appellent au rassemblement au vu des législatives. Il faut préparer avec nos amis du Front de gauche une perspective d'accord législatif, qui veut d'ailleurs pas forcément dire qu'ils soient obligés de gouverner, mais sur lequel il y aurait une plateforme législative qui nous permettrait d'avoir une assemblée où la gauche est bien représentée, dans sa diversité mais dans sa force. Discuter avec Jean-Luc Mélenchon et son équipe des circonscriptions. Encore faut-il amener le Front de gauche à la table des négociations. Le débat, c'est quel projet pour la France? C'est pas un débat sur les circonscriptions. Pour ce qui est des députés communistes, ils ont toujours été élus sur leur propre base, au premier tour. Au deuxième tour, toute la gauche se range derrière le candidat le mieux placé au premier tour, mais le Parti socialiste a toujours présenté des candidats contre les candidats communistes au premier tour. Donc nous, on m'en dit rien.
Les sourires sont plus discrets du côté des écolos. L'importante percée du front de gauche pourrait mettre en péril l'accord passé en novembre dernier entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Et ce alors qu'Eva Joly plafonne à 3% des intentions de vote dans les sondages. Mais chez Les Verts, on est apparemment adepte de la méthode Coué. Moi, j'ai la signature de la première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, et j'ai la parole de François Hollande, dont je n'ai aucune raison de douter. Hier, le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, ouvrait la brèche. Pour lui, l'accord Europe Écologie Les Verts, PS, est désormais un vrai problème. Et l'effet Mélenchon en Belgique, également un syndicat de ce pays affirme: Mélenchon vient vite en Belgique, voyant en lui la concrétisation d'une nouvelle résistance de gauche en Europe. Des centaines de Belges étaient présents hier soir au meeting lillois du candidat du Front de gauche. Dominique Strauss-Kahn va déposer plainte pour violation manifeste de ses droits après la publication ce soir dans Le Monde des procès-verbaux de sa garde à vue fin février à Lille dans l'affaire du Carlton. Les PV mettent en relief son rôle via des SMS dans l'organisation de soirées libertines avec des prostituées. Par ailleurs, les avocats américains de DSK vont tenter de convaincre aujourd'hui un juge du Bronx à New York de classer la procédure civile intentée par Nafissatou Diallo. Un nouveau salaire de grand patron qui fait scandale. Les 16 millions d'euros que s'apprêterait à toucher Maurice Lévy sont dénoncés à gauche et à droite après le socialiste Jérôme Cahuzac qui a estimé sur Public Sénat qu'une telle somme ne correspondait en rien à l'utilité sociale du patron de Publicis. Valérie Pécresse juge la rémunération disproportionnée. Elisa Bertolomé. 16 millions d'euros supplémentaires, la somme que va toucher Maurice Lévy. Une rémunération différée, cumulée par le patron de Publicis entre 2003 et 2011. Mais surtout une somme qui déclenche les foudres de certains candidats. Honte à lui. Honte à lui. Il l'a pas mérité? Non. Non. Un bonus calculé sur les résultats financiers. Honte à lui. Une rétribution différée. Et je vais vous dire, il devrait avoir honte. Ce monsieur ne sait pas dans quel pays il vit. Je dis honte à lui. Maurice Lévy est l'une des personnalités les plus fortunées de France. Il est à l'origine d'une pétition signée par des grands patrons pour payer plus d'impôts. En revanche, il s'est élevé contre la proposition de François Hollande de taxer les revenus supérieurs à 1 million d'euros par an. L'homme entretient pourtant une image solidaire qui se trouve aujourd'hui sévèrement entamée. Travailleurs qui ne peuvent pas augmenter les salaires, qui ne peuvent pas verser un SMIC à la hauteur de 1 700 euros. Ce sont les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer les cotisations pour la santé, pour le chômage, pour la retraite. Donc je trouve ça absolument, absolument scandaleux. Maurice Lévy a reconnu qu'il s'agit d'une somme importante, mais il n'y voit aucune contradiction. Il a toujours dit vouloir hyper mériter sa rémunération. Nos deux invités pour débattre de cette question, de ce salaire qui vous fait peut-être rêver. Jean-Philippe Delsol, bonsoir. Bonsoir. Avocat fiscaliste, je ne sais pas si vous avez des clients qui ont ce type de rémunération. Oui, non? J'ai des clients qui réussissent très bien dans leurs affaires. Ouais, et vous êtes l'auteur de « À quoi servent les riches? Ils ont leur utilité sociale ». L'expliquez-vous. Avec nous également Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques, qui se penche dans son dernier numéro sur les classes moyennes. Alors, premier point, quels que soient les mérites de Maurice Lévy, un grand entrepreneur, un grand publicitaire, ces 16 millions sont-ils justifiés, oui ou non? Ce n'est pas à moi de dire s'ils sont justifiés. La question est plutôt de savoir si c'est justifiable d'avoir une telle rémunération. Ce que je crois, c'est que si l'entreprise qu'a dirigée M. Lévy a été très profitable, si c'est grâce à lui qu'elle l'a été, et si elle l'a été parce qu'il a réussi à offrir des produits et des services que des clients ont achetés, s'il a réussi à innover, à offrir quelque chose qui était bon pour le marché, alors pourquoi ne peut-il pas en profiter? A-t-il, je pose la question, a-t-il volé ses salariés? Ou leur a-t-il offert des salaires corrects, normaux sur le marché? Guillaume Duval, cette somme peut-elle être justifiée et défendue, comme on vient de l'entendre? Non, je ne crois pas. Donc 16,2 millions d'euros, ça fait à peu près 1000 années de SMIC. Je ne crois pas que, quelles que soient les qualités d'une personne, son activité propre à elle toute seule puisse justifier ce type de rémunération et surtout ce type d'écart avec la rémunération moyenne qui est touchée dans un pays. Le capitalisme marchait beaucoup mieux dans l'époque qu'on appelle aujourd'hui les 30 glorieuses, à l'époque où les patrons ne gagnaient pas 300 ou 400 fois le salaire moyen, mais 50 fois, l'équivalent de aujourd'hui 100 000 euros par an.
J'ajouterais simplement, pour ce qui concerne M. Lévy, que je crois que M. Gallois, qui a gagné 3 fois moins que lui, donc qui dirige ADS et qui a gagné 3 fois moins que lui en 2010, fait tout aussi bien son boulot et sert aussi bien et même beaucoup mieux l'économie française. Moi, je ne suis pas l'avocat de M. Lévy. Ce que j'entends simplement, que d'abord cette rémunération est une rémunération variable sur une période longue de 8 ans et qu'elle est liée à un certain nombre d'engagements qui étaient des engagements de durée pendant cette période et ensuite des engagements de non-concurrence. Alors il faut relativiser parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, 16 millions spot et 16 millions sur 8 ans plus 3 ans de non-concurrence. Premier point. Le deuxième point, ne disons pas les grands patrons, les patrons. Non, le cas de M. Lévy est tout à fait exceptionnel malgré tout. La plupart des patrons, des chefs d'entreprise, malheureusement pour eux, gagnent des rémunérations beaucoup plus modestes et d'ailleurs en général très proches de celles de leur propre cadre. Ça, c'est la première chose. Moi, ce que je pense simplement, c'est d'abord qu'il n'est pas normal que les actionnaires qui ont placé leur argent ne décident pas de cela. Alors là, il y a une mesure qui est annoncée par Nicolas Sarkozy, c'est justement le vote de ces rémunérations à l'Assemblée générale des actionnaires. Ben écoutez, moi je crois que c'est une bonne solution. C'est une solution d'ailleurs qui a été mise en œuvre depuis déjà une petite dizaine d'années en Angleterre, qui vient à être mise en œuvre aux États-Unis depuis 2 ou 3 ans, en Allemagne, et je trouve ça assez logique, non pas aux syndicats, comme cela a été dit à un moment d'ailleurs par le gouvernement lui-même, mais par les actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont investi. Parce que l'autre mesure proposée par le président candidat, c'est la présence des salariés dans les comités de rémunération. Monsieur Duval, qu'en pensez-vous ? Oui, enfin, pour moraliser tout ça. Ça fait 17 ans que le patronat nous amuse. Le premier rapport Viennot datait de 1995 en disant on va régler ça tout seul, on va s'en occuper tout seul, ne nous embêtez pas avec des réglementations, etc. Monsieur Lévy dirige non seulement Publicis, mais aussi l'AFEP, donc le lobby des très grandes entreprises, et c'est lui qui est à l'origine des derniers codes de conduite de ce type. Donc on voit ce que ça donne. Il faut effectivement réglementer, intervenir. Je pense qu'il faut, le type de mesure qui vient d'être évoqué est nécessaire. Mais et la taxation, il faut beaucoup plus. Il faut effectivement... sur les 75% au-delà du million, vous imaginez alors ce que ça représente pour l'État comme recette, la proposition de François Hollande dans le cadre récit. Enfin, M. Lévy garderait encore cette année à peu près 4,5 millions d'euros s'il ne jouait pas en plus sur telle ou telle niche fiscale pour limiter son impôt. Donc il ne serait pas à la rue, même avec 75%. Le candidat socialiste a donc estimé que cette annonce justifiait sa mesure fiscale. Il a ajouté que des sommes comme cela n'étaient sans aucun rapport avec ce qu'on peut dépenser dans une vie et même au-delà. Est-ce que ça, c'est un argument recevable? Écoutez, pourquoi toucher autant d'argent? Mais ça n'est pas à l'État de fixer la morale sociale. Et ça, je crois que c'est très important. Il y a la pression de l'opinion. Par contre, c'est au patron d'avoir du discernement. Et pour être très honnête, je pense que M. Lévy, qui avait lui-même dit en août qu'il fallait qu'on paye plus d'impôts, je trouve fait cette annonce à un moment qui est particulièrement inopportun. Simplement, et nous sommes dans un État qui juge déjà nécessaire d'avoir un revenu minimum. Ce revenu minimum, il se situe aux alentours de 5 000 € par an actuellement. Je ne vois pas pourquoi il serait illégitime qu'on ne fixe pas non plus un revenu maximum, puisque visiblement les gens n'arrivent pas à s'auto-réguler. Si on le fixait à 1 million d'euros, ça ferait un écart de 1 à 200. Je crois qu'il y a là de quoi exprimer tous les talents. Oui, la variété des talents et des compétences. À dire vrai, je pense que le salaire minimum est aussi injustifié qu'un salaire maximum. D'ailleurs, tout le monde reconnaît, tous les économistes sérieux reconnaissent que la fixation d'un salaire minimum, il y a une dizaine de pays en Europe qui n'en ont pas, entrave en fait l'emploi et favorise le chômage. Et ce serait la même chose pour un salaire maximum. Même les États-Unis, même le Royaume-Uni. Non, pas du tout. Les États-Unis ont des salaires minimums dans un certain nombre d'États qui sont fonction d'ailleurs des catégories des personnes. Et donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Monsieur Delsol, votre thèse dans ce livre, À quoi servent les riches, c'est plus le nombre de riches augmente, moins on a de pauvres. Mais c'est un autre débat. Notre ami Duval ne serait pas d'accord. On n'enrichit pas les pauvres en appauvrissant les riches. Voilà. La question Internet du jour avec notre partenaire desnouvelobs.com. Est-ce que vous êtes choqué par les 16 millions de Maurice Lévy? Je suis sûr de la réponse. Vous avez dit oui à 88%. Merci. Messieurs, on va maintenant changer complètement d'univers social, si vous voulez bien, avec notre rendez-vous de route de campagne qui nous permet de rencontrer des Français qui sont à la peine et qui risquent leur vie chaque jour sur leur lieu de travail. Ce sont les pêcheurs, étape à Lorient, donc avec Thomas Raguet et Paul Bouffard.
le Côte d'Ambre fait son entrée dans le port de pêche de Lorient. Laurent Tréguier et son équipage viennent de passer 48 heures en mer. Le bilan est plutôt satisfaisant. On a un peu de langoustine, un peu de sole, un peu de lotte. Bon, c'est des espèces à valeur forte. Normalement, si les cours sont bons, ça devrait être un peu. Ce ne sera pas une grosse 48 heures, mais ce sera quand même 48 heures correctes. 400 kilos de poissons et surtout 300 kilos de langoustine. La prise la plus rentable. 8 € le kilo en moyenne, jusqu'à 30 en période de fête. C'est l'assurance de rentrer dans ses frais. Ouais, pour arriver à s'en sortir, à l'heure actuelle, c'est minimum 3 000 € quoi. Pour être de pêche par jour. Ouais. Pour être bien, c'est ça quoi. La pêche est débarquée, elle sera vendue dans la nuit. L'équipage, lui, reprend la mer sans attendre. Mais avant cela, il doit passer à la pompe. Pour Laurent et les autres pêcheurs, le prix du gasoil est la première inquiétude. Chaque jour de mer, il consomme 900 € de carburant. Du coup, il a dû s'adapter, réduire son allure, alléger son équipage ou tout simplement parfois ne pas sortir en mer. À l'heure actuelle, c'est vraiment du bricolage pour arriver à essayer de garder un équilibre, mais on n'a pas de pérennité, quoi. Sur les 4-5 prochaines années, si le gasoil continue à augmenter comme il l'a fait là, on ne sait pas trop comment on va faire, parce que le cours du poisson ne suivra pas d'autant, quoi. Ce qu'il attend des pouvoirs publics, c'est une aide à l'innovation pour des moteurs moins gourmands, plutôt qu'une aide financière que l'Europe leur imposerait de rembourser. On a été quand même assez déçus, parce que bon, les promesses, que ce soit Nicolas Sarkozy ou d'autres, les promesses qu'on nous a faites, bon, c'est le gasoil pérenne à combien avait dit Nicolas, je ne sais même plus, c'est 50 ou 30 à l'époque, mais enfin, de toute façon, on sait très bien que le gasoil ne sera jamais fixe. Résigné, Laurent reprend la mer au moment même où sa pêche se vend à la criée. Ce soir-là, dans le port de Lorient, il n'était qu'une dizaine de bateaux, 2 fois moins qu'il y a quelques années. Et l'on retrouve Thomas Raguet à Lorient. Bonsoir Thomas. Alors le prix du fioul donc est la grande préoccupation des pêcheurs, mais apparemment, malgré l'envolée des prix actuels, le climat n'est pas à l'insurrection. Oui, bonsoir Michel. Et pour en parler, j'ai à côté de moi Patrice Le Floch, qui est vice-président du comité départemental des pêches du Morbihan. Bonsoir monsieur. On se souvient en 2007 de la visite mouvementée de Nicolas Sarkozy auprès des pêcheurs. À l'époque, la situation était très tendue. Pourtant, le prix du gasoil était inférieur de 2 fois à ce qu'il est aujourd'hui. Comment ça se fait que la situation n'est pas aussi tendue aujourd'hui en 2012 ? Bon, ça peut changer rapidement. L'état d'esprit un peu résigné. C'est un peu résigné. Bon, il y a le gasoil a doublé, les bateaux ont vieilli de 5 ans, les hommes aussi. Il y a un peu moins d'activité. Les jeunes ont du mal à venir à la pêche. La pêche a beaucoup changé en 5 ans Non, pas tant que ça. Enfin, si, il y a eu quand même des bateaux en moins, il y a des plans de casse. La pêche a changé un peu, mais on a quand même bien travaillé quand même les années passées. Là, c'est un peu tendu en début d'année parce qu'il y a moins de production. Et puis on est assommé par le gasoil, quoi. Le prix du gasoil va nous tuer si ça continue comme ça. On ne sait pas comment que ça va finir, quoi. Alors dans le cadre de l'élection présidentielle, on est à 1 mois du premier tour. Est-ce qu'il y a un candidat qui a de l'écho auprès des pêcheurs ? On n'a vu aucun pour l'instant. Ils sont passés très tôt en début de campagne. Il y a eu Eva Joly, Mélenchon, mais autrement, on n'a vu personne ici. Autrement. Qu'est-ce que vous attendez qu'il propose et qu'il soit eurocompatible ? Bon, déjà, on voudrait. Moi, j'ai peur de savoir qu'est-ce qu'on va manger dans les années à venir comme poisson et comment on va le pêcher, dans quelles conditions, avec quel bateau, avec quel outil, quoi. Et c'est ça que je voudrais qu'ils nous disent, quoi. Hein. S'il y a vraiment une politique pour aider les pêcheurs, enfin pour aider pour qu'on continue à faire notre métier, quoi. Merci beaucoup, monsieur Le Floch. Merci Thomas, et demain on vous retrouvera donc pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle escale de vos routes de campagne, toujours en Bretagne évidemment. Maintenant on change de sujet, on évoque l'aspirine comme remède anti-cancer. L'espoir est sérieux selon la revue médicale britannique The Lancet. Une prise quotidienne permettrait de limiter les risques et même de réduire la mortalité. Avant d'en parler avec notre invité, le professeur Victor Israël, donc, est avec nous. Voyons avec Joachim Robe si on est face à une révolution médicale. Un cachet chaque jour et adieu le cancer ? Pas tout à fait, mais les 3 études publiées par le Lancet font naître de sérieux espoirs. En prenant chaque jour 75 mg d'aspirine, le risque de cancer réduit de 15 à 30 %.
L'apparition de futures métastases diminue de moitié et le risque de cancer colorectal est fortement restreint. C'est une étude très importante qui doit nous inciter à faire de la recherche en prévention et en particulier sur cette molécule qu'est l'aspirine. L'une des difficultés est que l'aspirine est hors brevet. Car l'aspirine est tombée dans le domaine public en 1919. Les entreprises pharmaceutiques ne gagneront donc pas d'argent avec ce médicament et du coup ne se pressent pas pour financer les études. La communauté médicale en appelle au pouvoir public. Faut-il ou non prévenir l'apparition des cancers en proposant l'aspirine à 10 millions de personnes en France, à 50 millions en Europe, c'est-à-dire des personnes qui, âgées entre 40 et 70 ans, sont à risque de cancer et pourraient bénéficier d'un tel traitement préventif. Donc il faut que les organismes officiels se saisissent de cette question. Une question cruciale, 300 000 cas de cancer se déclarent chaque année en France. Bonsoir, professeur Israël. Alors, l'aspirine, on a envie d'y croire. Bien sûr. C'est 365 000 cas de cancer en France. Un Français sur 2 et une Française sur 3 un jour ou l'autre. Alors, bien sûr, c'est très encourageant. Mais néanmoins, nous n'en sommes pas au stade où l'on peut recommander aux Français de prendre systématiquement de l'aspirine pour se prémunir du cancer. Trop de risques ? Les informations apportées par l'étude de l'équipe d'Oxford dont on parle sont au nombre de 4. 1. L'incidence, c'est-à-dire la fréquence d'apparition des cancers, surtout des adénocarcinomes, c'est la classe la plus fréquente, dont le cancer colorectal, est diminuée d'environ 12%. 2. La mortalité du cancer colorectal est diminuée d'environ 15%. Tout cela par la prise quotidienne d'aspirine. 3. L'aspirine agit, semble-t-il, avec un effet dose, parce que 75 mg, ça peut marcher, mais quand on prend plus de 300 mg, l'effet bénéfique apparaît en 3 ans. Si on ne prend que 75 mg, c'est en 5 ans. Et puis 4, ça agit sûrement sur l'initiation de la cellule cancéreuse, mais ça agit sur les métastases. Il y a moins de métastases quand on prend de l'aspirine. Tout ça est très très beau. Mais néanmoins, il faut nuancer. 1. La méthodologie, elle n'est pas parfaite parce que ces études portaient sur des cohortes qui prenaient de l'aspirine pour des raisons cardiovasculaires. Et donc tous les paramètres du cancer n'étaient pas relevés précisément. 2. C'est en contradiction avec 2 très grosses études antérieures et qui, elles, étaient irréprochables au plan méthodologique et qui montraient que dans un groupe de 40 000 femmes et un autre groupe de pratiquement 27 000 patients, l'aspirine n'avait aucun effet ni préventif ni sur la mortalité au bout de 10-12 ans. Alors, dans ces études, l'aspirine était prise 1 jour sur 2. Bon, peut-être que ça jouait. On n'a pas tous les paramètres. C'est même contradictoire, vous nous dites, mais il y a quand même des spécialistes qui disent c'est énorme. Certains disent ça. C'est extrêmement encourageant. Et la question que j'ai envie de vous poser, professeur Israël, on l'a vu d'ailleurs dans le sujet, c'est que ce remède qui pourrait être miracle, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu prématuré de le dire, ne serait pas assez étudié, dit-on, par les laboratoires qui n'ont aucun espoir de retour sur investissement parce que l'aspirine, elle existe depuis tellement longtemps. Oui, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a l'envers de la médaille. L'aspirine peut être responsable d'accidents graves et mortels, des hémorragies massives, des chocs anaphylactiques, et ça peut survenir dans les 3 premières années, dit l'étude. C'est toujours ça. Il y a un problème avec le sang, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier cliniquement, c'est-à-dire faire des essais prospectifs, randomisés, comme on en fait maintenant. Est-ce qu'il pourrait y avoir des freins économiques, commerciaux à l'étude de l'aspirine? C'est ça la question. Je vais vous le dire. 2, il faut étudier la molécule. Et étudier dans la molécule quel est le facteur biochimique qui est protecteur contre le cancer. Parce qu'il y a un mécanisme à l'intérieur de cette molécule. Et à partir de ces études de laboratoire, on peut fabriquer d'autres aspirines ou des molécules qui ne sont pas de l'aspirine, mais qui contiennent la liaison biochimique qui mieux ciblée. Voilà, est-ce que les labos vont investir alors qu'il n'y a pas beaucoup de retour sur investissement, je le disais alors? Actuellement, on est obligé d'abandonner des médicaments d'importance capitale parce que économiquement, ils ne sont pas intéressants pour les labos, car il y a trop peu de patients à qui ça peut s'adresser,
ou bien c'est protégé par des brevets, donc on ne peut pas prendre d'autres brevets. Mais si on étudie le mécanisme biochimique et qu'on l'adapte à d'autres molécules, ou qu'on déforme suffisamment l'aspirine pour obtenir une molécule performante, là il n'y a pas de frein. Bon, et on doit la course au profit n'est pas un frein à la recherche, pour être clair. Non, il y en a peut-être d'autres, mais pas pour la course au profit. D'accord, c'est important de le préciser, parce que le sujet est abordé. Vous aviez annoncé votre intention de vous présenter à la présidentielle, professeur. Vous en fait interpeller l'opinion également, les responsables politiques, notamment sur l'accès aux soins. Oui. Aujourd'hui, est-ce que votre diagnostic reste le même alors que les candidats ont dévoilé leur programme? Mon diagnostic reste le même. Les candidats, à ma connaissance, n'ont pas dévoilé leur programme quant au cancer. Quant à ma stratégie, j'ai été obligé d'en changer, car je n'ai pas le soutien logistique d'un parti politique, je n'ai pas les ressources financières énormes nécessaires pour poursuivre une campagne jusqu'à son terme, et j'ai donc décidé de mettre à profit mon expérience contre le cancer pour rédiger une charte 2012-2017 contre le cancer, en 8 mesures réalistes que j'ai soumises aux principaux présidentiables et que je suis en train d'adresser aux 36 000 maires de France. Et dans cette charte, il y a un chapitre de la prévention, il y a un chapitre des soins. Alors, quant à mon diagnostic, votre question directe sur la situation des soins en France, je maintiens que toutes les chances ne sont pas données aux Français contre le cancer, loin de là, et malgré les avancées indéniables du plan cancer et de l'action de l'INCa. Il n'y a pas de soldats, il n'y a pas assez de soldats, 1394 cancérologues seulement, c'est ridicule face aux défis que l'on a affrontés. Et on a passé d'IRM à 9 appareils pour 1 million d'habitants, alors qu'il y en a 20 en Allemagne. Vous appelez un effort national en matière de lutte et de prévention de la santé. J'ai une dernière question pour vous, professeur Israël. Il y a un livre qui sort et qui met en cause les grands pontes hospitaliers. Vous êtes sur la sellette, pas vous directement, je dis les grands professeurs, notamment en raison de l'existence toujours du secteur privé dans les hôpitaux publics. Il y a eu une pétition pour demander la suppression du secteur privé, avec les dépassements d'honoraires. Hélas, les patients connaissent ça très bien. Vous ne l'aviez pas signé. Quelle est votre position ? Oui, je n'ai pas d'exercice privé à l'hôpital, donc on ne m'a pas soumis cette charte. Votre avis ? Mais mon avis, c'est extrêmement complexe. S'il y a un privé à l'hôpital, c'est que les hospitaliers n'ont pas de retraite. Et c'était un privilège qu'on leur donnait, 2 demi-journées de consultation, pour pouvoir prévoir une retraite qu'ils n'avaient pas. On est employé à temps plein à l'assistance publique hôpitaux de Paris et on n'a pas de retraite sur cette activité. Donc c'était ça au départ. Maintenant qu'il y ait des excès, c'est indéniable. Mais ils sont extrêmement peu. Et la plupart... parfois spectaculaires, quand il s'agit de payer de la main à la main. Mais c'est un arbre... ça je ne sais pas. Ça peut arriver. Ça peut peut-être arriver. Mais vous savez, il ne faut pas jeter le discrédit sur des gens qui se consacrent corps et âme à leur travail et qui font un boulot extraordinairement difficile, dans l'intérêt de tous, et les patrons comme leur équipe, je vous assure que l'immense majorité sont des gens qui sont dévoués et qui sont désintéressés. Et les blouses blanches, nous les estimons au plus haut point, évidemment. Professeur Israël, merci d'être venu aujourd'hui nous voir dans cette édition du 19h. C'est la fin de cette édition, donc à 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir et à demain. Je me suis opposée parce que je n'ai pas de raison de prendre des médicaments. J'ai un Dieu tout-puissant qui m'a délivré, guéri de toute maladie, de toute infirmité. Bon, donc là, on n'a pas bien le choix. Il faut instaurer un traitement qui passera par une hospitalisation. Comment soigner des personnes qui ne se sentent pas en danger et qui menacent parfois autrui? Allongez-vous, tranquille. Ce documentaire donne la parole avec pudeur à des familles confrontées à l'hospitalisation sous contrainte. Il est très inquiet, votre papa, pour vous. La première fois, vous n'aviez pas été très gentil avec votre papa. Soigné d'office, samedi à 22h sur Public Sénat.